Bonjour. Le cours d'aujourd'hui concerne le deuxième principe de l'orientation objet qui est l'héritage. Au niveau de Java, comment on peut traduire une relation d'héritage qui existe au niveau du diagramme de classe en Java? On va voir ça bien sûr aujourd'hui, mais c'est quoi déjà l'héritage et quand est-ce qu'on peut dire que deux classes elles sont liées avec la relation de l'héritage? Deux classes elles sont liées avec la relation d'héritage, c'est on a l'expression is a en anglais ou bien en français est un ou est une. C'est par exemple je crée une application de la gestion de location et j'ai véhicule, camion, voiture, moto. Dans ce cas-là, on peut dire que voiture est un véhicule et moto est un véhicule et camion est un véhicule. Est un, is a. Si je peux dire cette expression, donc là je peux juger comme quoi que la relation entre ces deux classes, ou bien la classe mère avec les trois autres classes, ça c'est une relation d'héritage. Et l'héritage, il a beaucoup d'utilité au niveau de développement pour économiser le nombre de lignes de code et pour bénéficier des fonctions qui sont déjà définies au niveau de la classe mère pour en bénéficier à partir ou bien depuis les classes filles. Ça, ce qu'on appelle l'héritage, on l'exprime avec un mot-clé extens au niveau de Java. On va voir comment on peut déclarer une classe mère et comment on peut déclarer des classes filles et étendre cette classe mère et comment les fonctions qui sont au niveau de la classe mère, elles sont utiles au niveau des classes filles. On va voir tout ça dans ce cours. Allons-y. Voilà, pour l'héritage, on va créer tout d'abord un package qu'on va appeler héritage et dedans on va créer une classe voiture et une autre classe main qui contiendra la fonction main. Je la mets à côté et au niveau de la classe voiture, je crée les attributs nécessaires pour une voiture. Je crée par exemple un attribut matricule de type chaîne de caractères. Pour l'encapsulation, on le déclare privé. Aussi un autre attribut, marque. Et un troisième et dernier attribut de type bytes, nombre porte. Bytes, c'est un nombre qui ne doit pas dépasser 256. Et j'insère le constructeur d'initialisation qui va recevoir les différents attributs et qui va les initialiser. Voilà, je crée un objet à partir de cette classe avec la référence V1, voiture V1 est égal new voiture, en fournissant les paramètres d'entrée. Je fournis le matricule, AB 125, n'importe quoi, virgule, et la marque, par exemple BMW, et le nombre de portes. Si je fournis par exemple 5, ça, il va le considérer int, donc je dois faire le casting en bytes. Ben voilà, et après, j'affiche. Pour afficher le contenu, déjà, on doit redéfinir la fonction toString, mais avant ça, on va afficher déjà le contenu de la référence V1, plutôt de l'objet pointé avec V1, pour voir qu'est-ce qu'il va m'afficher déjà. Si on exécute, voilà, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher héritage, ça c'est le nom de package. Je réexécute. Héritage, c'est le nom de package. Voiture, le nom de la classe. Et arrobas, le hashcode. Voilà, ça, ce qui nous affiche V1. Ça, c'est le résultat de la fonction toString de l'objet. Regardez. Si on fait, par exemple, V1 point, regardez qu'est-ce qu'on a. On a beaucoup de fonctions qu'on n'a pas déclarées au niveau de la classe voiture. Pourquoi on a tout ça? Alors que on n'a rien déclaré au niveau de la classe voiture. Donc, ça, ce sont des fonctions qui sont héritées de la classe object. Regardez, si on crée un objet à partir de object, object égale new object.
Voilà. Donc, si on appelle les fonctions qui existent au niveau de obj, regardez, elles sont les mêmes qu'on a vues tout à l'heure. Là, on les compare. Elles sont les mêmes. Ça veut dire que même si on ne fait rien ici, automatiquement le compilateur rajoute extends objects. N'importe quelle classe qu'on crée, il hérite automatiquement d'objects et toujours on aura ces fonctions-là. Toujours, dans tous les objets qu'on crée au niveau de Java. Voilà. Maintenant, quand on appelle directement la référence, c'est comment on exécute la fonction toString. Regardez maintenant qu'on va exécuter toString, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, on a le même résultat de tout à l'heure. Ça veut dire que la fonction toString, elle contient les informations qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. On va voir la définition de Java de cette classe. Elle contient getClass.getName, c'est ce qu'il nous a affiché, le nom de package et le nom de la classe, plus arrobas, plus le hashcode. Voilà. Ça, ce qu'il nous a affiché tout à l'heure. ToString, il nous affiche ça, voilà. Donc, mais pour éviter bien sûr d'afficher cette chaîne qui ne sert à rien, on doit redéfinir cette fonction qui est héritée et que son comportement ne convient pas. Voilà, donc on va la redéfinir, ça veut dire qu'on doit garder la même signature, public string to string, avec des parenthèses vides, et on change le comportement. Pour l'instant, on va afficher, on va retourner plutôt une chaîne de caractères simples, Toto. Juste pour vérifier, après on va la changer bien sûr. Voilà, si on exécute, on aura Toto. On enlève maintenant toString pour être sûr qu'on appelle bien sûr automatiquement cette fonction. Voilà, on a le même résultat, ça veut dire qu'on appelle toString. Voilà. Voilà, donc, mais cette fonction, bien sûr, on peut la générer avec le raccourci Shift-Alt-S et on génère toString. On inclut les différents attributs et lui, il nous affiche une belle chaîne de caractères qui contient les différents attributs. Si on exécute maintenant, on a les bonnes informations, elles sont formatées avec le nom de l'attribut et tout. Voilà, ça c'est la fonction toString, on l'a redéfinie de la classe Object. Maintenant, si on a besoin d'une autre classe, par exemple moto, on la crée. Maintenant, moto, il contient les mêmes deux premiers attributs qui sont matricule et marque. Il contient, c'est pas nombre de portes bien sûr, on va le changer. Il contient par exemple le volume de cylindre, qui est de type short déjà. Il peut dépasser 256 bien sûr. Et ben voilà, donc on insère les getters et les setters. Et on génère aussi le constructeur d'initialisation. On inclut les différents attributs. Et là, voilà. Et on génère la fonction toString aussi pour la redéfinir. Voilà, maintenant on l'a redéfini. Et on crée, on essaie de créer un objet de cette classe. De la même façon que voiture. Donc moto M1 égale new moto. Et on appelle notre cher système out.println. Mais avant ça, déjà, on rajoute les valeurs des attributs, bien des paramètres d'entrée. Donc, on va changer la marque, on a, et on va caster cette fois-ci le cylindre plutôt à short. Et maintenant, on affiche le contenu de cet objet M1. Si on exécute, regardez, maintenant on a voiture et moto. Ce sont deux classes différentes. Mais il y a une relation entre les deux. On va la voir.
Maintenant, si on a une fonction au niveau de moto, par exemple, une fonction qui contient beaucoup de code, voilà, on met déjà les parenthèses vides avec des accolades. On va afficher pour l'instant juste une petite information. Je suis une moto. Mais avant déjà, soi-disant qu'il contient beaucoup de traitements, beaucoup de lignes de code. Voilà. Donc, maintenant, si on appelle bien sûr cette fonction m1.fonction, voilà, si on exécute, il va nous afficher je suis une moto, bien sûr, en faisant tout le traitement qu'on a supposé. Voilà, mais maintenant, si je veux la mettre aussi sur la voiture, on doit la copier. Mais pour éviter ça, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de créer une classe qui réunit les deux. Une classe qui est véhicule. On doit voir ce qu'on appelle la relation is a. C'est-à-dire que moto is a véhicule et voiture is a véhicule. Qu'est-ce qu'il contiendra véhicule? Maintenant, il va contenir les attributs communs entre les deux classes. Matricule et marque, il existe au niveau des deux classes. On va les mettre directement sur véhicule. Voilà. Et au niveau de moto, il doit maintenant hériter de véhicule puisqu'il réalise la relation is a. Moto est un véhicule. Voilà, existence de véhicule. Du coup, on enlève les attributs qu'il va les hériter directement des véhicules. Et on change la visibilité de ces deux attributs en protected. Voilà, maintenant, ils sont reconnus, même s'ils n'existent plus maintenant au niveau de la classe moto. Ils sont toujours reconnus. Pourquoi? Parce qu'ils sont hérités. Et voilà, on a hérité les attributs qui sont déclarés au niveau de véhicule. Maintenant, on doit mettre pareil au niveau de voiture, parce que voiture aussi, elle est un véhicule, is a véhicule. Et toujours, les attributs sont reconnus. Voilà. Pour la fonction maintenant, on doit tout simplement la déplacer au niveau de véhicule. Et les deux fonctions, les deux classes moto et véhicule vont bénéficier de cette fonction parce qu'ils vont, les deux, elles vont l'hériter. Mais pour qu'ils soient adaptés à toutes les fonctions ou bien toutes les classes filles, donc on doit rajouter ça dynamiquement. On doit rajouter le nom de la classe dynamiquement, this.class.getSampleName, qui va nous afficher à chaque fois le nom de la classe qu'il appelle. Voilà, on exécute. Maintenant, je suis une moto parce qu'on a appelé m1.fonction, même si que la fonction elle existe au niveau du véhicule. Si on appelle m1.fonction, de la même façon, il va nous afficher m1, je suis une voiture. Et ben voilà, on a créé une seule fois la fonction qui s'appelle fonction et on a bénéficié de cette fonction deux fois au niveau de moto et de voiture d'une manière dynamique. Ça, c'est l'héritage. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. On a parlé de l'héritage. Le cours prochain, il va concerner le troisième principe de l'orientation-objet qui est l'encapsulation. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ce principe et comment on peut le concrétiser au niveau de Java. À la prochaine.